Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Nouvelles exactions des sionistes en terre palestinienne. Des colons hautement protégés ont envahi une nouvelle fois la mosquée d'Al-Aqsa. Au même moment, la Associated Press annonce du nouveau dans l'affaire du meurtre de la journaliste Shirin. La balle venait bel et bien d'une arme fabriquée par l'armée sioniste. La répression de l'occupant marocain n'a plus de limite. Des militantes américaines de l'initiative Just Visit Western Sahara ont été arrêtées à l'aéroport de l'Aïoun occupé. Elles devaient se rendre auprès de la famille de la militante des droits de l'homme Sultana Khaya. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz pour la dernière étape de sa tournée africaine. Relations bilatérales entre les deux pays, conflit en Ukraine et énergie au programme de cette visite. Il sera question d'économie dans ce journal. L'économie mondiale dans une mauvaise posture. Le FMI prévoit déjà une obscurité à l'horizon après le ralentissement drastique de l'activité économique dans le monde. Mais avant de développer les titres de cette édition, le président algérien Abdelmadjid Tebboune se rendra demain en Italie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président italien Sergio Mattarella, une visite intervenant dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, en particulier l'aspect économique. Nous vous le disions en titre, actualité au Moyen-Orient pour commencer. Nouvelle exaction du colon sioniste à la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Les colons sous haute escorte des forces sionistes ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa par la porte des Maghrébins. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Un an après le conflit de 11 jours qui a opposé les forces de résistance palestiniennes aux forces d'occupation sionistes, à l'occasion de la marche des drapeaux, des tensions sont susceptibles de se reproduire cette année. La marche des drapeaux, une manifestation annuelle très controversée, étant donné l'itinéraire de celle-ci, qui empruntera des quartiers à majorité musulmane et passera par la porte de Damas avant de rallier le mur des Lamentations. Un itinéraire jugé provocateur par les populations et les autorités palestiniennes. C'est dans ce contexte de tension continue que des colons israéliens ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa, pénétrant dans l'esplanade sous la protection des forces d'occupation. Les autorités sionistes ont par ailleurs autorisé la tenue de la marche des drapeaux et l'entrée sous protection policière des colons, une attitude jugée déplacée et indécente par les autorités palestiniennes. Notre décision est claire et sans équivoque. Nous résisterons de toutes nos capacités et nous ne permettrons pas la profanation de la mosquée Al-Aqsa ou la violence dans les rues de Jérusalem. Alors que les Juifs sont autorisés à manifester librement dans la ville de Jérusalem et à se rendre sur l'esplanade sacrée, les Palestiniens, eux, avaient été empêchés de mener à bien leurs prières durant le mois du Ramadan, qui a connu une répression particulièrement violente envers les Palestiniens. Et puis du nouveau dans l'affaire du meurtre de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, une enquête de l'Associated Press affirme que la balle qui lui a été fatale provenait bien d'une arme fabriquée par l'entité sioniste. Nouhed Belkhatem. C'est en visionnant des vidéos filmées le 11 mai dernier que l'agence Associated Press est arrivée à cette conclusion. Shirin Abu Akleh a été touchée par une balle israélienne qui lui aura été fatale. Sur les vidéos et photos prises ce jour-là, on aperçoit un véhicule israélien posté non loin du lieu où se trouve la journaliste d'Al Jazeera et d'où il est possible de l'atteindre en un seul tir. Les journalistes de l'agence américaine ont également pu confirmer auprès de témoins oculaires que contrairement aux allégations du camp sioniste, aucun Palestinien n'était sur les lieux du crime. De leur côté, les reporters palestiniens qui accompagnaient Shirin Abu Akleh ce jour-là dans les camps de réfugiés de Jenin ont également affirmé un calme total sur les lieux. Aucun échange de tirs entre Palestiniens et colons israéliens n'a été enregistré. Ce n'est donc pas une balle perdue qui a touché Shirin, elle a bel et bien été visée par les sionistes. La voix de cette journaliste dérangeait l'entité sioniste qui s'est tiré une balle dans le pied en s'en prenant à elle. Des voix du monde entier se sont élevées pour dénoncer cet acte lâche et barbare
Et la voix de Shirin n'a jamais autant résonné que depuis le jour où elle a été lâchement assassinée. Et l'affaire de l'assassinat de la correspondante d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, sujet de discussion ce mardi lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est aussi question de la situation de la liberté des médias. 15 États membres participent à cette réunion convoquée par la représentante permanente de l'Irlande auprès des Nations Unies, Geraldine Byrne-Nason, qui a d'ailleurs déclaré, je cite, « La liberté des médias et la sécurité des journalistes restent menacées dans le monde ». Et le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, en visite à Ramallah en Palestine. Il a rencontré son homologue palestinien, Riyad al-Maliki, le chef de la diplomatie turque qui préside un comité ministériel conjoint palestinien-turc qui comprend des fonctionnaires des ministères et des institutions gouvernementales. En Iran, funérailles ce mardi du colonel Saïd Khoudaï, l'officier des gardiens de la Révolution, a été tué par 2 motards qui ont ouvert le feu sur lui dans l'est de la capitale Téhéran. Selon des sources officielles, il a été atteint de 5 balles alors qu'il rentrait chez lui. L'assassinat de cette figure importante s'est produit près de 2 ans après celui du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, tué en novembre 2020 près de Téhéran dans une attaque contre son convoi imputé par l'Iran à l'entité sioniste. L'Iran qui a promis d'ailleurs de venger l'assassinat du colonel Saïd Khoudaï. Au Sahara occidental, la répression de l'occupant marocain n'a plus de limites. Des militantes américaines de l'initiative Just Visit Western Sahara ont été arrêtées à l'aéroport de l'Aïn occupé. Ces dernières devaient se rendre auprès de la famille de la militante des droits de l'homme Sultana Khaya à Boujdour. Les détails avec Sohila Kilal. L'occupation marocaine poursuit sa politique d'intimidation et de persécution dans les territoires sahraouis occupés. Cette fois-ci, c'est une délégation américaine qui en a fait les frais. Lundi, Adrienne Keane, Wynne Kaufman et Laxana Peters, des militantes américaines de l'initiative Just Visit Western Sahara, ont été interpellées et arrêtées par les autorités d'occupation marocaines à l'aéroport de l'Aïn occupé, alors qu'elles s'apprêtaient à rendre visite à la famille de la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya, placée en résidence surveillée depuis novembre 2020 à Boujdour. Ces militantes américaines devaient rencontrer également Tim Pluta et Ruth McDonough, restées au Sahara occidental auprès des sœurs Khaya depuis le 15 mars dernier. Malgré la présence de ces militants étrangers, les forces d'occupation poursuivent l'isolement forcé à l'encontre de la famille de Sultana Khaya et menacent tous ceux qui veulent aider ou soutenir cette famille. La semaine dernière, un gros camion avait tenté de démolir la maison de la militante sahraoui Sultana Khaya alors qu'elle s'y trouvait en compagnie de sa famille et de 2 militantes étrangères, notamment Ruth McDonough, qui connaît depuis des problèmes de santé dus au choc de cette tentative d'assassinat. La militante Wynne Kaufman a exprimé sa consternation et sa désolation face à la politique de répression menée par l'occupant marocain à l'encontre des étrangers. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz pour la dernière étape de sa tournée africaine. L'occasion pour les 2 présidents de revenir sur les relations bilatérales entre les 2 pays, mais aussi l'actualité brûlante que connaît le monde, en particulier en Ukraine. Il sera aussi question du renforcement de la coopération dans le domaine des énergies. Tininan Makassi. Cap sur l'Afrique du Sud pour le chancelier allemand qui achève sa première tournée africaine, en posant sa valise diplomatique à la capitale sud-africaine, Pretoria. C'est à l'Union Building que le président sud-africain a reçu son homologue allemand Olaf Scholz. L'occasion pour Cyril Ramaphosa de montrer à son hôte tout le sens de l'hospitalité de son pays, avec une cérémonie en grande pompe en présence de la garde nationale de cérémonie. Bien que cette visite de 3 jours revêt des enjeux qui sont dictés par le conflit en Ukraine, Olaf Scholz s'inscrit dans le tournant africain pris par son pays du temps de la chancelière Angela Merkel. Pour rappel, l'Allemagne est le 2e partenaire commercial sud-africain dans le domaine du tourisme. D'ailleurs, les 2 hommes politiques veulent renforcer cette proximité économique et l'élargir à plusieurs autres domaines, notamment les énergies. Olaf Scholz et Cyril Ramaphosa ont discuté d'un partenariat futur en approvisionnement de gaz liquéfié.
l'Allemagne cherchant à remédier à sa dépendance au gaz russe. Concernant le conflit en Ukraine, les deux parties ont réaffirmé leurs positions respectives. Cyril Ramaphosa a insisté sur le fait que seul le dialogue peut être une solution pérenne à ce conflit, une position partagée par beaucoup de pays africains. À noter que le conseiller de Scholz pour la sécurité nationale et la politique étrangère, Jan Plotner, s'était rendu la semaine dernière en Afrique du Sud. Je vous propose à présent d'écouter les deux présidents qui parlaient justement de la question du renforcement de la coopération dans le domaine des énergies. Nous sommes très heureux d'apprendre que l'Allemagne voudra coopérer avec des pays comme le nôtre à cet égard. Nous nous sommes lancés dans une économie de l'hydrogène et nous espérons être l'un des acteurs clés dans le secteur de l'hydrogène. Nous discutons de la façon dont nous pouvons diversifier notre approvisionnement en gaz et nous éloigner de la nécessité d'acheter de la Russie. Et cela nous oblige à investir dans des infrastructures qui nous permettent d'acheter du GNL comme beaucoup de pays du monde l'ont choisi. La coopération militaire avec Berlin est un modèle à suivre selon le président nigérien Mohamed Bazoum. La mission militaire de l'Allemagne au Niger ayant été prolongée, annonce faite par le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse conjointe animée avec le président nigérien Mohamed Bazoum à l'issue d'une visite de 48 heures au Niger. Et au moins 8 soldats ont été tués dans une attaque armée menée par des rebelles de l'Alliance de forces pour la paix et le développement au sud-est du Centrafrique, dans la ville minière de Nzako. Plusieurs blessés ont également été recensés alors que certains ont été pris en otage, a indiqué Adja Kaltouma Ganja, maire de la ville de Nzako. Direction l'Europe, conflit en Ukraine, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, désormais sous contrôle russe. Le ministère russe de la Défense a ordonné à ses forces la mise en place de points de contrôle militaire dans la région. Des points de contrôle, comme vous pouvez le constater sur ces images, qui assurent la circulation en toute sécurité des convois militaires, des civils, contrôler les véhicules, les conducteurs et les passagers, mais aussi inspecter les marchandises transportées selon le Kremlin. Je vous propose d'écouter à ce sujet Sergueï Shoïgu, ministre russe de la Défense. Des cessez-le-feu et des couloirs humanitaires sont mis en place pour permettre aux habitants de quitter les zones d'habitation encerclées. Bien sûr, cela ralentit le rythme de l'offensive, mais cela est fait délibérément afin d'éviter les pertes civiles. Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions. Le processus de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne possible, mais cela prendra du temps. Déclaration de Clément Beaune, ministre français délégué aux affaires européennes. Intervention faite lors de sa rencontre avec la vice-première ministre ukrainienne chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olga Stefanishina. Qu'un processus d'intégration à l'Union européenne est évidemment possible, est évidemment souhaitable, mais nous le savons avec honnêteté, je l'ai rappelé, il prend du temps. Et dans ce temps, nous ne pouvons pas nous permettre simplement d'attendre, simplement de discuter. Il faut nourrir cet espoir européen, ce projet politique européen avec un complément qui n'est pas une alternative à l'adhésion, qui est un complément, qui est un plus, qui n'est pas un moins. Et c'est le projet de communauté politique européenne que le président de la République a évoqué à Strasbourg. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre de la création de la communauté politique européenne
Il m'a assuré, il m'a même confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une idée qui se substituerait à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous avons convenu de discuter des détails, des subtilités et comment on va pouvoir développer cette communauté. Quel contenu on pourrait mettre dedans et comment est-ce qu'on pourrait la développer. Autre adhésion, celle de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Si la quasi-totalité des 30 pays membres a salué cette décision, la Turquie, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Recep Tayyip Erdogan s'est positionné pour le moment contre l'adhésion des deux pays nordiques. Or, pour qu'un pays puisse rejoindre l'OTAN, les 30 pays membres de l'Alliance doivent décider de manière unanime. À ce propos, la Suède et la Finlande vont envoyer des délégations à Ankara dès demain avec l'espoir de convaincre la Turquie de ne plus s'opposer à leur candidature pour rejoindre l'OTAN, selon le ministre finlandais des Affaires étrangères. Nous vous le disions en titre, l'économie mondiale n'est désormais pas dans une bonne posture. Le FMI prévoit déjà une obscurité à l'horizon après le ralentissement drastique de l'activité économique dans le monde. Les détails avec Mohamed Ali Ben Chaban. Les 5 premiers mois de l'exercice en cours ont été marqués par des incertitudes politiques et économiques au niveau mondial. Le conflit russo-ukrainien a grandement pesé sur les échanges commerciaux et sur la croissance mondiale. Le FMI affirme que l'année 2022 sera très rude. Cette année 2022 sera une année difficile. Nous avons un choc des prix des matières premières dans de nombreux pays. Et le choc particulier sur lequel je veux attirer votre attention est le choc des prix alimentaires. Sur les perspectives économiques mondiales, Kristina Georgieva assure qu'elle sera dure. D'autant plus que les prix des matières premières ont connu un choc, et particulièrement les prix des denrées alimentaires. Néanmoins, pensez aux chiffres. 3,6 est notre prédiction. Le chemin est long entre 3,6 et une récession mondiale. Ce que nous pourrions voir, c'est une récession dans certains pays. Pour le FMI, l'horizon s'est obscurci. La guerre en Ukraine a affecté les conséquences économiques. Le confinement en Chine ainsi que le resserrement de la politique monétaire dans de nombreux pays compliquent davantage la situation économique mondiale. Et au cours justement d'une conférence à Davos, la guerre en Ukraine ne doit pas servir de prétexte pour relâcher les efforts en matière de transition climatique, insiste l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Personne ne devrait croire que la crise en Ukraine est une excuse pour reconstruire soudainement le vieux type d'infrastructure que nous avions. Nous devons être plus créatifs, nous devons être beaucoup plus intelligents que cela. Nous ne devons pas permettre la création d'un faux récit selon lequel ce qui s'est passé en Ukraine rend utile la nécessité de poursuivre et d'accélérer encore plus ce que nous allons faire pour résoudre la crise climatique. Au Bangladesh commence à se retirer, l'eau commence à se retirer suite à l'une des pires inondations qu'a connu le pays depuis 2 décennies, mais de nombreux habitants restent toujours bloqués. Les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné la mort d'au moins 60 personnes et l'ONU estime qu'au moins 4 millions de personnes ont été affectées par la catastrophe. Les crues sont une menace récurrente pour des millions de personnes au Bangladesh, situé très bas par rapport au niveau de la mer. Direction Tokyo, le Quad met en garde contre l'emploi de la force dans la zone d'Asie-Pacifique, sans pour autant nommer la Chine. L'influence militaire croissante de Pékin dans la zone suscite l'inquiétude des représentants. Au même moment, des bombardiers russes et chinois ont survolé ensemble le nord de l'île d'Hokkaido, à proximité du Japon. Une provocation caractérisée selon le ministre japonais de la Défense. Une réunion donc du Quad où le volet sécuritaire dans la région était omniprésent. Les détails avec Karim Bouassis. Une réunion du Quad à Tokyo où la Chine ou encore la Russie ne sont désignés qu'implicitement. Ne surtout pas apparaître comme ouvertement défiants. Certains mots-clés sont par conséquent tués.
comme Taïwan ou Ukraine. Réunis donc à Tokyo, États-Unis, Japon, Inde et Australie avec la nouvelle sortie du Premier ministre fraîchement investi, Anthony Albanese, évoquent le volet sécuritaire de l'ordre international où tout bouleversement par la force, en particulier en Asie-Pacifique, ne serait, d'après le maître de séance, Fumio Kishida, Premier ministre japonais, je cite, « jamais toléré ». Des termes à peine voilés, ciblant les menées militaires chinoises à plusieurs nautiques de l'île taïwanaise. Et par ricochet, comment ne pas penser à la situation en Ukraine et les opérations russes. Néanmoins, la diplomatie est aussi une affaire d'équilibriste. On évitera cependant en conclusion finale de porter une condamnation en bonne et due forme, notamment à l'endroit de Moscou. Et la raison serait peut-être en la personne de Narendra Modi, Premier ministre indien. En effet, l'Inde se garde toujours de condamner les opérations militaires de Moscou. Et si le Quad était plutôt une sorte de pression interne à l'endroit de l'Inde, imperturbable sur son statut de non-aligné, ce pays ne peut pas se permettre de rompre ses relations avec Moscou, que Narendra Modi estime nécessaire pour contrecarrer vers le méridien nord les positions militaires chinoises vues par New Delhi comme étant de plus en plus agressives, notamment sur la ligne frontière de l'Himalaya. Si jamais une quelconque crise s'infiltrait dans la relation entre l'Inde et Moscou, cette dernière pourrait en mesure de rétorsion décider d'apporter une aide à la Chine en matière de renseignement, vrai casse-tête chinois-indien. Surtout que l'on soulignera que l'Inde est bien trop dépendante des Russes en matière d'approvisionnement militaire. Sur un autre chapitre, quoique, le Quad travaillerait à un rapprochement entre les protagonistes en investissant 50 milliards de dollars d'ici 5 ans. La mise en place d'infrastructures intégrerait les nations du Pacifique comme l'île de Salomon, qui ont conclu d'ailleurs un pacte de sécurité avec Pékin. Le Quad veut également mettre en place un système de surveillance pour suivre les activités maritimes de Pékin dans la région. Officiellement, il s'agirait de contrecarrer la pêche illégale de la Chine continentale. On reste en Asie. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, entame une visite en Chine consacrée à la répression visant des minorités musulmanes du Xinjiang, au milieu de craintes que Pékin ne restreigne sa liberté de mouvement. Je vous propose d'écouter à ce sujet le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine se félicite de la visite de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce que je peux dire à chacun, c'est que Madame Bachelet est arrivée en Chine aujourd'hui. Au cours de sa visite en Chine, les dirigeants chinois et les chefs de service concernés la rencontreront. La haute commissaire Bachelet visitera le Guangdong et le Sichuan et aura des échanges approfondis avec des personnes de divers secteurs. La visite de la haute commissaire Bachelet en Chine se fera en circuit fermé. Les deux parties ont convenu de ne pas organiser de rencontres avec des journalistes à la suite de la visite. Et avant de clore cette édition de la culture à présent, nous allons nous intéresser à l'art urbain ou street art, si vous voulez, et la tenue de la 8e édition du festival Effet Graph. Sous le thème Nouveau Bénin, mur du port, 26 graffeurs étaient présents, venus de différents horizons, dont un Algérien. Il est avec nous ce soir. Il s'agit de Ahmed Amin Aïtouche. Bonsoir Amin. Bonsoir, bonsoir. Alors, on rappelle que vous êtes Sneak Otop, graffeur et artiste urbain. C'est ça. Voilà, donc, agiter des bombes et des pinceaux pour raconter en peinture l'histoire et la culture du Bénin. On imagine que c'est très passionnant, hein, et pour vous et pour les graffeurs qui vous ont accompagné durant ce festival. Plus de 700 mètres de murs ont été colorés depuis le 11 avril. Exact, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Avant tout, déjà, je tiens à remercier mes amis béninois, vu que j'ai l'occasion pour la première fois de parler de ça ici en Algérie. Donc, je remercie déjà les organisateurs qui m'ont déjà fait découvrir le pays de toutes les manières possibles. Et voilà, il y avait les assistants aussi, il y avait les Béninois, le peuple aussi qui était là. Donc, c'était un festival pour le peuple déjà avant tout. Parce qu'ils ont ouvert, d'ailleurs, ils ont ouvert la grande exposition du palais présidentiel, où ils ont restitué des œuvres de leur histoire. Donc, c'était un contact direct entre le peuple et les artistes d'autrefois et les artistes d'aujourd'hui. Très bien. Alors, les organisateurs espèrent l'agrandir, agrandir ce festival, donc même le mur à 1300 mètres de la nouvelle édition, qui se tiendra donc le début de l'année prochaine. Est-ce que vous serez présent parmi eux ? Oui, certainement. D'accord.
Et par rapport déjà à la qualité des peintures, des graphes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'était un bon niveau? Est-ce qu'il y avait de la qualité? J'étais stupéfait par le niveau. Parce que malheureusement, c'est-à-dire entre le nord et le sud d'Afrique, ou bien l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Algérie, il n'y a pas un grand contact en fait, entre les artistes algériens et les artistes africains. Nous, les Algériens, on a tendance à voir ce qui se passe à l'Occident et on néglige un peu le mouvement qui se trouve en Afrique. Mais j'avais vu que les gars, ils déchirent le truc. C'est-à-dire, ils ont un talent énorme en fait, qui est aussi exploité là-bas, qui est très bien exploité. Donc le niveau était là. L'ambiance était là, il y avait tout qui était présent. Très bien. Dernière question, Amine. Quelles sont vos ambitions, en fait, réellement? Réellement, c'est mon ambition personnelle qui a toujours été là, c'est de pas vulgariser, parce que j'aime pas utiliser ce mot, mais de rendre cet art part entière ou bien le rendre une part du quotidien de l'Algérien. Parce que malheureusement, on a une mauvaise image de tout ce qui est street art, de tout ce qui se fait légalement ou illégalement. Et ça reste quand même un moyen de communication entre les artistes qui sont censés être, on va dire, des représentants de la pensée du peuple et le peuple. Donc on essaie un peu de connecter les deux, quoi. Très bien, merci beaucoup Amine Aïtouche d'avoir été avec nous. Rappelons que dans les fresques dessinées figuraient les 26 trésors pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et restitués fin 2021 au Bénin après plus de 2 ans de négociations entre Paris et Cotonou. Merci beaucoup Amine, Amine Aïtouche, voilà, plus exactement, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sneak hot-up, graffeur et artiste urbain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.